Jean-Wilfried Diefenbacher, banquier d'affaires associé chez Ondra, vous présente son podcast. À travers les questions d'Eliott du cabinet Lichter, Jean-Wilfried retrace son parcours professionnel et nous livre ses enseignements sur les problématiques liées à l'approvisionnement en terres rares ainsi que les enjeux géopolitiques qui en découlent. Alors l'objectif de ce podcast, Jean-Wilfried, ça va être de revenir sur votre parcours professionnel. On parlera bien évidemment d'Ondra, mais dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Je suis Jean-Wilfried Diefenbacher, je suis banquier d'affaires depuis une petite trentaine d'années maintenant. J'ai exercé à Paris et à Londres et je suis à ce moment à Paris, associé dans la banque d'affaires Ondra. Très clair, très clair. Alors on va reprendre votre parcours professionnel step by step. Vous étudiez à HEC tout d'abord, puis vous intégrez Lehman Brothers. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette première étape de votre carrière ? J'avais fait plusieurs stages au cours de ma scolarité à HEC chez Lehman Brothers et donc naturellement, j'avais décidé et j'avais eu l'envie de rejoindre la banque en tant qu'analyste à Paris. Au fond, j'y suis pas resté très longtemps. J'y suis resté une petite année. J'y ai été très bien accueilli et j'ai fait un certain nombre de transactions intéressantes. Mais assez rapidement, j'ai voulu rester dans le périmètre français. J'ai rejoint la banque d'affaires Lazard, où je suis resté plusieurs années chez Lazard en tant que banquier d'affaires très junior, généraliste et pour le compte de grands clients français. D'accord. Que ce soit chez Lehman Brothers comme Lazare, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces missions ou dossiers un petit peu emblématiques qu'on fait un petit peu votre carrière, qu'on lancé votre carrière, si on peut dire ? Il y a je devrais partager le crédit avec beaucoup de gens et surtout avec les grands originateurs de ces transactions. J'ai eu la chance, quand j'étais chez Lazare, j'ai eu la chance d'être exposé à des associés gérants emblématiques de ce qu'on appelle maintenant l'ancienne génération, qui ont été pour moi des exemples importants à suivre dans la compréhension des problèmes et la qualité des solutions apportées aux clients. Les dossiers, ça serait un petit peu difficile, voire même présomptueux de les citer, mais il s'agit de grands rapprochements, comme c'était le cas à la fin des années 90 ou au début des années 2000, entre des sociétés françaises ou des sociétés françaises et des sociétés étrangères, principalement américaines. Ok. Et à ce moment-là, durant ces 2 premières expériences, est-ce que vous vous spécialisez dans une expertise en particulier ou vous touchez un petit peu à tout ? C'est encore assez généraliste. On touche surtout chez Lazare, on touche à beaucoup de secteurs. La banque, à l'époque, n'était pas encore organisée comme elle l'est maintenant, c'est-à-dire avec une expertise sectorielle importante. Et ça tenait en fait à la structure de marché à l'époque. Mais ça reste toujours généraliste, essentiellement généraliste. Jusqu'à quelques années plus tard, où j'ai rejoint HSBC, d'abord à Paris pour un passage assez court, et ensuite à Londres, où j'ai été pendant de nombreuses années dans le secteur, je suis intervenu dans le secteur des ressources naturelles, des infrastructures et de l'énergie. Et c'est là que la spécialité ou spécialisation, on va dire sectorielle, même si encore une fois c'est un terme probablement impropre, mais disons la sensibilité sectorielle s'est développée. Ok, très clair, très clair. On a parlé d'HEC tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre implication dans la communauté d'alumni de HEC ? On sait qu'il y a beaucoup d'événements, énormément d'organisations. Est-ce que vous en faites partie ? Alors, j'ai la chance, oui, d'être membre du comité directeur des alumni depuis un petit peu moins d'un an. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir rejoint le bureau du groupement qui s'appelle HEC Women, qui promeut l'égalité et la diversité. Et au sein de ces 2 groupements, surtout au sein du groupement HEC Women, je m'implique assez activement dans la recherche de la parité. Dans cette seconde partie, on va donc parler de votre entreprise actuelle, Ondra. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu ? Ondra est une banque d'affaires qui a été fondée à la fin des années 2000, en 2008 exactement, à la fois à Paris et à Londres, par 2 anciens banquiers de Lehman Brothers d'ailleurs, dont l'ADN consistait à revenir un petit peu à la base du conseil en rapprochement d'entreprise, ou ce qu'on appelle improprement fusion-acquisition, c'est-à-dire proposer des solutions créatives, innovantes, à des clients sur la base d'un produit
simple qui est le conseil et que le conseil. La banque n'a pas de bilan, la banque ne fait pas de prêt, la banque ne fait pas d'introduction en bourse. C'est uniquement du conseil stratégique en rapprochement et la mise en place des solutions qui ont été définies et approuvées par le client. Est-ce que vous avez des industries dans lesquelles vous êtes expert ? Expert, c'est un bien grand mot. Ondra, aujourd'hui, comprend environ une trentaine d'employés, répartis en 3 bureaux, sur Londres, Paris et Zurich, et qui ont chacun leur propre spécificité. Si je m'attache une seconde à Ondra à Paris, nous avons deux familles de secteurs ou d'activités dans lesquels nous intervenons. D'abord, la restructuration financière sur des dossiers qui peuvent être complexes ou compliqués, comme par exemple récemment le dossier Atos ou les maisons de retraite d'Orpea qui a changé de nom. La deuxième famille d'implication ou d'expertise, pour reprendre votre terme, est fondée autour des métaux de la transition énergétique et de l'industrie en général et des métaux de la transition énergétique et des batteries électriques en particulier. On va revenir sur ces métaux plus en détail tout à l'heure. Quelles sont les perspectives de développement d'Ondra sur les prochaines années ? Nous souhaitons renforcer notre présence dans les secteurs qui ne sont pas encore couverts par notre équipe, à savoir l'agroalimentaire, potentiellement le secteur financier et le secteur des technologies. Mais nous souhaitons aussi, bien entendu, conserver notre position et notre visibilité sur les deux familles que j'ai précédemment citées, à savoir l'industrie de la transition énergétique, pour l'appeler comme ça, et la restructuration financière. Alors, dans le cadre de vos activités, vous avez développé une connaissance, une certaine expertise dans l'approvisionnement des métaux rares. Est-ce que vous pouvez nous parler premièrement de ces métaux rares, nous expliquer ce que c'est et nous dire pourquoi ils sont si importants dans l'économie d'aujourd'hui ? Alors, c'est une vaste question. Et il y a beaucoup de confusion en fait dans les termes qu'on peut entendre ici et là. Je vais essayer d'être le plus simple possible. La rareté d'un métal est une notion géologique. Les métaux sont, même si la classification n'est pas aussi simple que cela, les métaux sont en gros catégorisés en 3 parties. Les métaux qui sont abondants, les métaux qui sont très rares et les métaux qui sont moyennement abondants ou un peu rares. L'unité de mesure est ce qu'on appelle la partie par million, ppm. Les métaux abondants sont des métaux qui sont contenus dans l'écorce terrestre avec une concentration qui est supérieure ou égale à 1000 ppm, c'est-à-dire 0,1%. À l'autre bout du spectre, on a les métaux très rares, dont la concentration est inférieure à 1 ppm, comme l'or, l'argent et les platinoïdes. Et au milieu, les métaux qui sont les plus nombreux, dont la concentration est comprise entre 1 et 1000, comme le nickel, le cobalt, le manganèse, le lithium. Et quelle est la situation actuelle de la France en termes de métaux rares, que ce soit du côté de l'extraction, du raffinage et même sur la troisième partie, recyclage ? Où est-ce qu'on en est un petit peu en France ? Alors je voudrais d'abord introduire une notion qui n'est pas une notion géologique, qui est une notion économique, voire même de souveraineté, qui est la criticité. Encore une fois, il y a un petit peu de confusion entre les métaux rares, les terres rares. Les terres rares ne sont pas si rares que ça, mais elles contiennent des minerais qui sont difficiles à extraire, et les métaux critiques et ou stratégiques. La notion de métal critique ou de métal stratégique est une notion qui est économique et ou qui touche à la souveraineté. Je m'explique. Un État, un groupe d'États, en fonction d'une chaîne de valeur ou d'une chaîne d'approvisionnement, peut décider qu'un métal ou qu'un groupe de métal appartient à un groupe qu'il dit critique. C'est-à-dire que ces métaux sont en général utilisés dans de nombreuses applications, ne sont pas substituables, ou en tout cas pas substituables à court terme, doivent avoir une production qui est concentrée, et
doivent faire partie d'une chaîne de valeur dans laquelle le manque d'approvisionnement pourrait porter préjudice à des notions régaliennes comme par exemple la défense, l'énergie nucléaire ou la transition énergétique ou la politique économique au sens large. Cette notion de criticité n'est pas, encore une fois, n'est pas une notion géologique. C'est une classification qui est faite par les États ou les groupes d'États en fonction de l'importance de ces métaux dans une politique économique globale. Comment se situe la France en ce point de vue-là? Quelle est notre souveraineté énergétique? Est-elle respectable? Avons-nous encore beaucoup de travail à faire au niveau des métaux rares? Alors, la souveraineté énergétique, c'est un vaste domaine qui pourrait aussi toucher à l'approvisionnement électrique ou à l'approvisionnement en pétrole. Ce n'est pas mon domaine et je laisserai à d'autres experts le soin de s'exprimer. La France, comme l'Europe, a fait le choix d'une transition énergétique qui se décline sur de nombreux secteurs. Mais si on s'attache une seconde à la mobilité, la France, comme l'Europe, a fait le choix de la transition énergétique via la mobilité électrique, c'est-à-dire les voitures rechargeables. Pour que celle-ci fonctionne, il faut construire des voitures, ça on sait faire, construire des moteurs électriques, ça c'est pas très compliqué, mais surtout s'assurer de l'approvisionnement en batterie. Et les batteries électriques comportent pour la plupart, même pour toutes, une quantité importante de métaux stratégiques. On les divise en deux catégories. La première catégorie, qui sont les batteries NMC, la plus prédominante pour le moment en Europe, qui contiennent donc du nickel, du manganèse et du cobalt, et la technologie LFP, qui commence à prendre beaucoup d'ampleur pour des tas de raisons techniques et économiques, qui contient du lithium, du fer et du phosphate. Force est de constater que la présence de ces métaux sur le territoire national est pour le moment pas avérée, ou alors s'il est avéré, elle est en quantité relativement faible. Il y a des projets de développement dans le Bas-Rhin ou dans le centre dans la France autour du lithium, et c'est tout à fait nécessaire, mais sur le territoire français, les ressources géologiques sont au fond assez pauvres. Pour répondre à votre question, les pouvoirs publics, l'Union européenne et la France ont défini une politique qui consiste à s'assurer, dans la mesure du possible, de l'approvisionnement de ces métaux, même si on est encore au début et aux prémices de cette politique, et de développer un certain nombre de techniques qui permettent ou qui permettraient leur raffinage et leur recyclage. Si on se penche plus précisément sur les batteries électriques, on voit que depuis quelques décennies, la Chine est devenue leader en la matière. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça s'est fait? Il s'agit d'un effort développé par la Chine depuis une quarantaine d'années, un petit peu plus, depuis le milieu des années 80. La Chine dispose d'abord de ressources géologiques importantes dans ces métaux. Mais surtout, au milieu des années 80, vers la fin des années 80, la Chine a développé des capacités de raffinage locales, fondées autour d'une faible utilisation de main-d'œuvre et des normes environnementales qui étaient moins strictes que dans d'autres pays. Il faut savoir que extraire des métaux et raffiner des métaux peut être extrêmement coûteux en électricité et très consommateur d'eau. La Chine a donc développé des solutions de raffinage locales en attirant des entreprises étrangères et ensuite en utilisant la technologie, le transfert de technologie pour construire les leurs. En ce qui concerne l'approvisionnement en métaux, la Chine aujourd'hui dispose d'une position de force, je ne dis pas une position dominante à dessein parce qu'elle n'est pas dominante, mais une position de force sur un grand nombre de métaux qui sont utilisés
métaux critiques, donc, qui sont utilisés dans la transition énergétique. C'est une combinaison de l'exploitation des ressources naturelles locales, mais aussi d'investissements étrangers et une vague d'investissements dans des pays étrangers qui a été lancée il y a une grosse vingtaine d'années. Pour donner un exemple et quelques illustrations, il est estimé que depuis entre 2005 et 2022, la Chine a consacré environ 200 milliards de dollars à l'acquisition de ressources à l'extérieur de son territoire national. C'est pas rien. L'Australie, par exemple, a été destinataire d'une trentaine de milliards de dollars dans le lithium. Ça, c'est pour la partie approvisionnement, c'est-à-dire production des métaux. Ensuite, la Chine a parallèlement développé ses capacités de raffinage et a ensuite, au cours des 15 et 20 dernières années, été la première à développer des solutions de recyclage. Les recyclages des batteries en fin de vie, c'est une solution technique, chimique, qui consiste à reséparer les métaux qui se sont mélangés dans la durée de vie de la batterie. Donc, on prend une batterie qui est faite de lithium, de nickel, de cobalt, de manganèse. À la fin de la durée de vie de celle-ci, qui est de 6, 7 ans, 8 ans, les métaux se mélangent, donnent une espèce de soupe qu'on appelle la black mass. Et les Chinois sont les premiers et les meilleurs du monde pour reséparer les métaux qui sont contenus à l'intérieur de cette black mass. Lorsqu'on regarde la France et l'Europe aujourd'hui et qu'on voit un petit peu le retard pris sur la Chine, comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que c'est plutôt du côté des stratégies industrielles? Est-ce qu'il y a tout simplement une perte de savoir-faire? Comment est-ce que vous expliqueriez un petit peu ce retard pris sur la Chine? La Chine a fait très tôt, par rapport aux autres pays européens et à la France, a fait très tôt le choix de la mobilité électrique pour des tas de bonnes raisons qui tiennent au marché intérieur et à la volonté d'indépendance de l'approvisionnement en énergie fossile. À ce moment-là, au milieu des années 80 ou à la fin des années 80, l'Europe avait d'autres sujets et pas forcément celui de maintenir une souveraineté de l'approvisionnement énergétique qui ne posait pas de problème, moins de problèmes que ça ne pose maintenant. La Chine a donc eu la capacité, au cours de 4 décennies, de maintenir en continu un effort industriel sur la transition énergétique et en particulier sur la mobilité électrique. D'ailleurs, le pic de demande de pétrole ou d'énergie fossile, on va dire, chinois, devrait être, d'après les experts, atteint en 2027-2028, c'est-à-dire demain matin. C'est-à-dire qu'à partir de 2027-2028, la Chine va être moins consommatrice d'énergie fossile. En ce qui concerne l'Union européenne et la France en particulier, les pouvoirs publics ont, de mon point de vue, pris assez vite et assez tôt la mesure de l'ampleur. En fonction de la capacité d'action de l'Union européenne, c'est-à-dire à l'aide de normes, de taxonomie et de possibilités de diriger les investissements vers des infrastructures de transition énergétique. En revanche, le retard qui est pris aujourd'hui va être difficile à combler, en tout cas va être difficile à combler dans un horizon de temps bien défini. Je prends par exemple la mésaventure qui est arrivée au Suédois Northvolt, qui est en liquidation judiciaire maintenant, et qui avait un plan qui faisait beaucoup de sens au moment où il a été décidé, à savoir investissons vite, fort, loin, tout de suite, pour essayer de combler une partie du retard qu'on avait pris sur les Chinois. Le problème est que malheureusement, il est difficile de combler 40 ans de retard ou 30 ans de retard, on va dire, à coups de milliards. Dans l'industrie, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça.
Les savoir-faire qui sont développés dans le cadre de l'Union européenne sont des initiatives qui sont bien soutenues par les pouvoirs publics au sens large, mais qui demandent un temps de maturation nécessaire avant de pouvoir produire leurs fruits. Aujourd'hui, on parlait du recyclage à l'instant. Aujourd'hui, la Chine est quasiment le seul pays qui dispose de capacités de recyclage de batteries électriques à grande échelle. On voit que c'est très important pour la souveraineté énergétique, mais plus généralement pour la souveraineté. Quel est votre rapport, Jean-Wilfried, à la souveraineté ? La notion de souveraineté, c'est intrinsèque, c'est en moi. Je viens, à titre personnel, je viens d'une famille de grands serviteurs de l'État. J'ai eu l'honneur de faire partie des dernières générations qui ont porté l'uniforme. Donc pour moi, c'est pas un vain mot. Et il me semble que on a, en tout cas en France, techniquement, les capacités à combler une partie du retard relativement vite. Je parle de l'aspect technique et industriel de la chaîne de valeur. En revanche, penser, à mon sens, qu'on puisse faire la transition énergétique tout seul, comme c'est d'ailleurs la mode en ce moment, il faut être tout seul, je pense que ce n'est pas forcément la bonne direction. On a vu récemment avec le rapport Varin que certaines des problématiques françaises liées à la chaîne d'approvisionnement en matières premières minérales ont été exposées justement par ce rapport. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une réaction suffisamment forte du gouvernement français, maintenant qu'on est 3 ans après ? Du gouvernement français et encore une fois des pouvoirs publics d'une façon générale, je pense que l'urgence a été comprise et la réaction a été bonne. En fait, au fond, il y a plusieurs façons de répondre. Et d'ailleurs, ces façons ne sont pas toutes mutuellement exclusives. Il y a d'abord la volonté de développer les ressources minières ou géologiques sur le territoire national. Là, je fais écho aux 47 projets avec les ouvertures de mines qui vont bien, qui ont été annoncés par la Commission européenne sous l'impulsion de Stéphane Séjourné. Il y a donc développer les ressources locales. Après, il y a la sobriété. Donc, il faut moins consommer. Et il y a des initiatives tout à fait pertinentes qui ont été prises dans ce sens au cours des 2 dernières années. Troisième solution pourrait être le stockage. Le stockage, c'est un peu plus compliqué parce que ça prend de la place et il faut ensuite savoir ce qu'on stocke et pourquoi on le stocke. Donc, les différentes chimies des minéraux ou des métaux doivent être prises en compte. Et ça, c'est un sujet qui est compliqué. La quatrième possibilité, et encore une fois, ces 4 ne sont pas mutuellement exclusifs, c'est le recyclage. Le recyclage consiste donc à essayer de récupérer tout ou partie des métaux qui ont été utilisés dans les batteries électriques, par exemple, pour les remettre dans la chaîne de valeur. Je pense, pour répondre à votre question sur le rapport Varin, je pense que c'est une bonne chose qui a été suivie, une très bonne chose qui a été suivie des faits au rythme auquel la constitution d'une chaîne de valeur pertinente et cohérente peut aller dans l'industrie. Une chaîne de valeur est constituée de segments qui, a priori, quand tout va bien, doivent avoir leur propre profitabilité, leur propre autonomie. On est loin de ce constat pour le moment. Je reprends l'exemple de Northvolt qui avait l'ambition de faire une usine tout intégrée, donc de la production de batteries à la production de métaux pour les cathodes et au recyclage. Ça ne se décrète pas et on a besoin d'un petit peu d'expérience. Le grand mérite du rapport Varin a été justement d'exposer ces carences et d'apporter des solutions qui sont en cours de mise en œuvre. Mais encore une fois, il faudrait que celle-ci puisse toucher toute la chaîne de valeur, tous les segments, pas forcément au même moment,
tous les segments. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne est capable, ou l'Europe plus généralement, est capable de relever le passage du thermique à l'électrique, de A à Z, vraiment passer de l'autre côté de cette transition? C'est l'objectif. La question que vous posez, en fait, revient à doit-on passer au tout électrique et abandonner le fossile? Je ne pense pas que ça puisse se faire en ces termes-là. On aura besoin des énergies fossiles tant que l'énergie électrique au sens large ou la mobilité électrique au sens large ne sera pas profitable et autoportante, bien entendu. Est-ce que c'est 2035, est-ce que c'est 2040 je ne sais pas. Mais en tout cas, on va dans cette direction-là. Et ça viendra. Mais je pense que c'est une erreur de croire qu'on peut se passer, on peut décréter qu'il faut se passer des énergies fossiles. Il me semble qu'une période de coexistence entre les deux est nécessaire et plus que nécessaire, désirable. Est-ce qu'elle a commencé cette période, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en 2025, il y a vraiment un marché de la batterie électrique? Il y a un marché de la voiture électrique en Europe qui continue de croître moins vite que ce qu'on avait prévu ou espéré, mais il y a un marché de la voiture électrique. Mais encore une fois, à l'échelle de l'histoire, le marché de la voiture électrique sera défini par la volonté du consommateur. Et le consommateur souhaite pouvoir utiliser sa voiture électrique ou thermique de façon quasiment interchangeable. Personne aujourd'hui, en tout cas c'est ma conviction, ne souhaite payer son énergie plus cher parce qu'elle est verte. Ça, je pense que c'est une vue de l'esprit. Mais pour pouvoir avoir cette interchangeabilité, ou pour pouvoir faire cette transition, on va dire douce, il faut non seulement que le consommateur veuille acheter une voiture électrique, donc qu'il puisse le faire, c'est une question de prix, et puis surtout qu'il puisse la faire fonctionner. Et ça, c'est une question d'infrastructure. Il y a 160 000, je crois, bornes de téléchargement électrique. Aujourd'hui, le consommateur lambda veut pouvoir recharger sa voiture aussi facilement et dans une durée de temps qui est comparable à celle de faire le plein. Le chinois BYD a annoncé il y a quelques semaines avoir trouvé et stabilisé une technique qui permettrait de refaire le plein électrique en 5 minutes. Le cours de bourse a augmenté fortement suite à cette annonce. Donc, l'Europe, oui, arrivera. Une question importante se pose, c'est la construction des infrastructures et la réaction du consommateur. Et de mon point de vue, ça prendra plus longtemps et ça coûtera plus cher que ce qui avait été initialement prévu. On l'a vu récemment avec les discussions entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, les métaux rares deviennent centraux aux relations internationales. Est-ce que c'est une tendance qui va s'intensifier selon vous dans les prochaines années? Je répondrai de la façon suivante. Il me semble que l'accord qui n'est pas signé ou qui aurait dû être signé mais qui n'a pas été signé concerne les terres rares en Ukraine. Donc c'est pas tout à fait la même chose. D'autre part, je suis pas suffisamment proche du dossier pour savoir exactement de quoi on parle sur le terrain. Je ne suis pas sûr que la carte des métaux rares qui a été publiée par l'Ukraine ait fait l'objet d'une analyse contradictoire. Mais mis à part ces faits, l'approvisionnement dans ces métaux aujourd'hui, c'est pas contre la Russie, c'est contre la Chine. Contre, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est la Chine qui est en position dominante, pas la Russie. Et la solution passera sans doute par la mise en place de capacités de raffinage et de recyclage aux États-Unis et sur le territoire européen. On n'a pas le choix sur la concentration et sur la localisation de la concentration, les géologiques. C'est un fait, c'est une donnée. Il y a du pétrole au Proche-Orient et il n'y en a pas en France.
Pour ça, on peut rien faire. En revanche, on peut agir sur les infrastructures de raffinage et sur les infrastructures de recyclage, qui demanderont beaucoup d'efforts. Euh, pour le moment, les applications qui sont visées par l'accord potentiel qu'il pourrait y avoir entre les États-Unis et l'Ukraine sont sur les terres rares, donc sont sur les- la haute technologie, les satellites, la défense et les smartphones. Euh, il ne me semble pas avoir vu un volet sur la mobilité électrique. De même, de même. Vous êtes très actif sur LinkedIn. Est-ce que c'est un réseau social que vous trouvez pertinent, sur lequel vous trouvez qu'il y a des discussions de qualité? Des discussions de qualité, oui, il peut y en avoir. Des remarques de qualité, oui. Il m'arrive de publier effectivement sur ce réseau-là, plutôt dans une optique de prise de conscience, on va dire, ou de pédagogie. Euh, Si je reprends l'exemple dont on parlait en début d'entretien, ça a pris 40 ans à la Chine pour arriver là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire en position de très grande force sur ce secteur-là. Je pense qu'on pourra y faire le même chemin en un petit peu moins de temps, mais encore faut-il qu'il y ait une acculturation, pour prendre un terme à la mode, autour de ce domaine. C'est ce qui me pousse à partager certaines réflexions sur LinkedIn, que je trouve évidemment tout à fait pertinent. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le livre que vous êtes en train d'écrire maintenant, qui tourne autour des métaux rares et des batteries électriques? Quel est le message de ce livre? Qu'est-ce que vous cherchez, oui, peut-être à transmettre à travers? Le message est d'abord un message de vulgarisation qui part d'une simple constatation. Tout ce qui nous entoure ici, dans cette pièce et ailleurs, vient soit de la biomasse, c'est-à-dire le tissu, le bois, soit d'une mine. Donc la mine nous entoure partout. Et il me semble intéressant, en tout cas de mon point de vue, de pouvoir partager avec les lecteurs un certain nombre d'ordres de grandeur et un certain nombre de directions dans lesquelles il serait souhaitable d'aller, en tout cas qu'il serait souhaitable d'explorer, pour garantir une souveraineté et pour garantir une stabilité, on va dire, sur un certain nombre de nos industries. Pour la faire courte, il me semble que les métaux, c'est le pétrole du XXIe siècle. On en est au début. Ne ratons pas le coche.